intégrer de nouvelles générations en situation de permacrise? Cette question est loin d'être triviale. Dans ces contextes, les repères sont brouillés et il est déjà difficile de se mettre d'accord entre personnes déjà membres du collectif. Alors, pour des personnes qui n'ont jamais connu l'action collective, comment procéder? Cette question est particulièrement délicate aujourd'hui dans un contexte où de nombreux primo-arrivants dans le monde du travail n'ont rien connu de l'action collective avant la crise de la Covid et les crises multiples qui ont suivi. L'exemple de l'intégration de Gauvin, Yvain, Mégane ou Mébène dans l'univers Kaamelott permet de réfléchir à ces questions. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Dudésert et vous écoutez Manager Génération Kaamelott. Dans cet épisode, nous poursuivons notre analyse sur les points de vigilance à avoir en tête pour manager en situation de permacrise, en évoquant la gestion de l'intégration de nouvelles générations dans l'action collective au travers des cas de Gauvin, Yvain, Mégane et Mébène. Je ne fais pas partie de ces personnes qui considèrent qu'il y a des effets de génération au travail. Concrètement, de nombreux travaux ont montré qu'on ne pouvait pas parler véritablement de génération X, Y ou Z au travail. Le comportement au travail est très individuel ou personnel et le résumer à une cause générationnelle est peu réaliste. Dans le cadre de l'Observatoire du New Normal au travail, avec mes collègues Florence Laval et Fanny Gibert, nous avons notamment approfondi ce sujet et produit un podcast sur ce thème que vous pouvez trouver sur notre site web si vous êtes intéressé. En revanche, il me paraît important de prêter une attention particulière à la façon dont des individus intègrent pour la première fois un projet avec une visée d'action collective. C'est différent d'un effet générationnel. C'est ce qu'on peut appeler plutôt des primo-arrivants dans une organisation. Ces primo-arrivants vont apprendre les codes de la vie collective pour mener cette action collective. Or, ceci est particulièrement difficile en situation de crise. Dans ces contextes, les règles de la vie commune changent tout le temps et tout va très vite. Alors, comment guider ces personnes qui découvrent pour la première fois l'action collective ? Dans l'univers Kaamelott, ces situations se représentaient à la fois par l'exemple d'Yvain et Gauvin, puis par l'exemple de Mégane et Mébène. Yvain et Gauvin sont deux jeunes chevaliers présents dès le début du récit. Yvain est le beau-frère du roi Arthur. Fils de Léodagan et de Dame Célie, respectivement roi et reine de Carmélide, Yvain est clairement la figure de l'adolescent qui découvre l'intégration à un projet collectif. On le voit notamment quand il proclame à ses parents à la table du roi, je cite, « J'estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d'une entité générationnelle réactionnaire et agressive. » À la fois expression de la métamorphose vers le monde adulte et de la découverte de l'intégration dans une action collective, la figure d'Yvain fait rire par sa candeur et sa volonté d'émancipation comme de reconnaissance de sa singularité. Au fil de la série, Yvain se lie d'amitié avec Gauvin, un autre chevalier et neveu du roi Arthur. Gauvin est aussi jeune et c'est le fils du roi Lot d'Orcanie et de la demi-sœur d'Arthur. Il vit seul au château pour s'intégrer dans ce projet qu'est la quête du Graal. Sensible et volontaire, il est aussi très candide et naïf. Le duo Yvain et Gauvin est donc un duo comique fondé sur l'idée de la découverte d'une autre façon de vivre en collectivité. Face à ces deux chevaliers, Arthur choisit de les intégrer en leur appliquant les mêmes règles qu'aux autres chevaliers. C'est-à-dire qu'Arthur décide d'intégrer ces deux jeunes chevaliers par la règle. Il leur propose donc de collaborer pour mener des faits d'armes et devenir chevaliers. C'est la règle que lui-même a fixée au départ. Pour devenir chevalier, il faut mener des faits d'armes.
Le problème, c'est que cette règle a déjà été mise à mal par le duo Caradoc et Perceval, qui sont devenus chevaliers sans véritablement avoir réalisé de fait d'armes. Donc, cette règle ne peut pas véritablement être suivie. Alors, comment faire ? Arthur va décider d'adapter cette règle au point de lui faire perdre tout son sens. Ainsi, comme fait d'armes, les deux chevaliers vont devoir surveiller les côtes en cas d'arrivée des envahisseurs, ou surveiller l'entrée du château. Ils ne sont pas vraiment efficaces, c'est le moins qu'on puisse dire, mais Arthur les nomme quand même chevaliers. Comment pourrait-il en être autrement ? Les règles changent effectivement tout le temps. Donc, finalement, Arthur les autorise à devenir chevaliers et même à fonder un clan autonome. Lorsqu'ils apprennent qu'ils peuvent fonder un clan autonome, Yvain et Gauvin sont absolument ravis. Ils veulent cette reconnaissance. Puis, après un moment, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faudrait quitter Camelot pour devenir autonome. On peut dire finalement que Yvain et Gauvin, en suivant les règles, singent la posture de chevalier, mais ne l'incarnent pas. De fait, le manque de clarté dans les règles, leur changement permanent et le fait de dire qu'il faut quand même suivre les règles pour devenir chevalier, fait que l'intégration de ces deux primo-arrivants dans le groupe les conduit à être plutôt des succédanés de chevaliers que de véritables chevaliers. Les choses sont très différentes avec Mégane et Mébène, les filles de Caradoc et Mévanoui. Mégane et Mébène ont, comme Yvain et Gauvin, grandi dans un univers royal. 10 ans après la prise de pouvoir par Lancelot, elles sont désormais adultes et engagées dans la résistance organisée par leur père. Elles ont renié leur mère, Mévanoui, qui, elle, a choisi de rester dans le camp de Lancelot. De son retour d'exil, Arthur est confronté à ces deux jeunes femmes courageuses, mais aussi candides et naïves. Il va devoir les intégrer à l'action collective, qui est la lutte contre Lancelot, mais surtout la quête du Graal. Ces jeunes filles, en plus, ne sont pas seules. Elles entraînent avec elles tout un groupe de jeunes adultes qui souhaitent participer également à la quête du Graal. Ces jeunes adultes n'ont jamais connu que la résistance à l'oppression, mais absolument pas une action collective coordonnée. Comment alors les engager dans un combat structuré ? Arthur va ici agir de façon diamétralement opposée à l'attitude qu'il avait adoptée avec Yvain et Gauvin. Il ne va plus chercher à les faire adhérer à des règles pour les décréter qualifiées. Au contraire, il va les écouter, il va entendre leurs suggestions, s'appuyer sur leur énergie et leur créativité, les guider et les coordonner pour atteindre son premier objectif, à savoir libérer le royaume du joug de Lancelot. Et cela sera très efficace. À ce stade du récit, Arthur a compris que les règles ou les prérequis en situation de permacrise n'ont que peu de valeur. Il a compris que plutôt que de passer par des procédures pour déclarer le primo arrivant qualifié à tel ou tel poste, il vaut mieux reconstruire les règles et les statuts avec lui en fonction de ses connaissances, de ses idées, et que le bilan sera gagnant. Ces deux exemples montrent deux voies d'intégration possibles des primo-arrivants sur le marché du travail en situation de crise. La première consiste à se dire qu'il y a des règles et que chacun doit les suivre. La seconde consiste à se dire qu'au-dessus des règles, il y a une mission ou une action collective à réaliser et qu'il est plus important de sensibiliser au sens de l'action collective qu'aux règles établies. C'est un peu le problème auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui face aux primo-arrivants. Ils arrivent dans le monde du travail ou dans une nouvelle organisation et on leur explique que l'action collective, c'est avant tout respecter des règles. Tant de jours de télétravail, tels horaires de travail, etc. Et comme les règles
ne sont pas les mêmes d'un service à l'autre, ou qu'elles peuvent être interprétées différemment par tel ou tel, ils ne comprennent pas l'intérêt de ces règles. Souvent, par exemple, dans les entreprises avec qui je travaille, on dit aux primos arrivants, vous devez venir tous les jours sur le lieu de travail pendant 3 ou 6 mois dessus. Cela est justifié puisque l'idée est de faire comprendre aux primo-arrivants les routines, les règles et la culture de l'entreprise. Tout cela est bel et bon, mais comment pourrait-il comprendre les règles et la culture de l'entreprise si les autres ne sont pas là également avec eux pour leur transmettre ces règles et cette culture de l'entreprise? Autre exemple, beaucoup de managers se plaignent aujourd'hui que ces primo-arrivants ne font que leurs heures et pas plus, et qui en plus, ils veulent être reconnus comme pleinement investis dans leur travail. Pour ces managers, cela n'a pas de sens, car l'investissement, ce n'est pas respecter des horaires. Certes, mais ces primo-arrivants sont comme Yvain et Gauvin. Dans beaucoup de cas, on leur a souvent expliqué que l'action collective, c'est respecter les règles, et uniquement cela, on n'a pas réussi à leur transmettre autre chose. Donc par exemple, on n'a pas réussi à leur faire comprendre que si on fait telle tâche plus rapidement, cela aidera telle autre personne à accomplir la sienne, ou encore qu'on ne parle pas aux clients comme on parlerait aux collègues. Ces exemples sont peut-être un peu caricaturaux, mais ils montrent que toute une transmission informelle de l'activité n'a pas eu lieu, et donc que ces primo-arrivants effectivement considèrent qu'ils sont pleinement investis dans leur travail en respectant uniquement les règles qu'on leur a énoncées. Vous aurez donc dans ce cas-là des salariés très efficaces sur la réalisation de leurs tâches dans le contexte posé, mais peu susceptibles de comprendre le sens du travail dans sa globalité. Ils évolueront également avec naturellement une vision plus individualiste du travail, en tout cas beaucoup moins portée sur l'action collective, puisque tous ces aspects informels qui ne rentrent pas dans les règles, qui définissent finalement ce qu'est le sens de l'action collective, n'aura pas été transmis. À l'inverse, passer du temps à expliquer le sens de la mission et à dialoguer avec le primo-arrivant peut être plus pertinent en situation de crise. C'est notamment ce que fait Arthur avec le groupe formé autour de Megan et Meben. Il écoute leurs suggestions, car après tout, ils ont de la vitalité et la candeur de la jeunesse, ils ont donc moins de barrières sur certains sujets. Ils connaissent aussi des choses que lui ne connaît pas, et en échange, lui, Arthur, leur explique le but de l'action collective et quels sont les points à résoudre pour que cette action soit menée efficacement. Les règles peuvent bien sûr être présentées, mais elles n'enferment pas. La mission et le sens de l'action collective l'emportent sur les règles. Alors évidemment, le mode d'intégration des primo-arrivants dans ces situations-là ne se fait pas sans difficulté. Il faut beaucoup dialoguer, il faut écouter, expliquer, réexpliquer. Et parfois, en situation de crise, on a envie que cela aille vite, que cela roule, que la mécanique soit bien huilée. Sauf que dans ce cas, on perd toute la richesse du regard neuf qui peut apprendre beaucoup. C'est un investissement parfois considéré comme contre-productif car il prend du temps. D'autant plus qu'en situation de crise, en tant que manager, on peut soi-même être un peu perdu sur le sens de l'action collective et avoir du mal à la transmettre et à véritablement la rendre concrète pour des primo-arrivants. Dans tous les cas, c'est effectivement là encore un équilibre subtil à trouver entre une activité de court terme et la gestion d'urgence et un investissement sur le moyen et le long terme. Pour conclure, intégrer les nouveaux arrivants en période post-crise ou de permacrise est un vrai enjeu. On peut s'en remettre à la règle et aux procédures établies, comme le fait Arthur avec Yvain et Gauvin. On peut aussi chercher à accompagner les primo-arrivants dans la compréhension de la mission et de l'objectif de l'action collective, plutôt que de s'enfermer dans les règles, mais cela demande évidemment beaucoup de temps, de dialogue et d'écoute mutuelle. Dans les deux cas, il y a donc des avantages et des inconvénients.
Dans le premier cas, l'intégration est plus rapide à court terme. Dans le second cas, l'intégration est certes plus lente, mais elle peut être très payante à moyen terme. C'est ici que se termine cet épisode et cette série. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces éclairages tout au long de ces 12 épisodes auront pu vous aider dans votre vie professionnelle comme ils m'aident moi-même. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer que le son de ce podcast n'était pas très bon. Malheureusement, je l'ai compris trop tard et je tiens à m'en excuser. Je ne suis pas une spécialiste de l'audiovisuel et cette série a été écrite, enregistrée et montée sans soutien institutionnel quelconque. Je souhaitais partager avec le plus grand nombre des clés de compréhension qui me paraissent utiles pour trouver sa voie dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à partager sur Camelot et les clés de compréhension qu'offre l'œuvre pour manager en situation de crise. Mais pour le moment, je m'arrête là. Attendons aussi la suite de la série avec le nouveau film qui sortira en 2024. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et souhaite que vive le Graal.